mercredi. Comme d'hab, soyez les bienvenus dans mon cabinet de curiosité. On se retrouve pour une nouvelle planche d'anatomie, comme d'habitude, accompagnée de notre fameux Néther à colorier, qui est une variante de l'Atlas d'anatomie humaine, le Néther. Hop là, on ne change pas, une équipe qui gagne. Alors, la dernière fois, on avait fait ensemble le coude. Voilà, c'est une vidéo que vous pourrez bientôt retrouver sur YouTube. La dernière que je viens de publier, c'est celle qu'on avait fait sur les ligaments de l'épaule aussi, qui était une sacrée planche. Et là, c'est pareil, on va voir aujourd'hui ensemble toutes les subtilités de la cage thoracique. C'est une entité anatomique magnifique qui permet évidemment de protéger tous nos organes nobles, hein, le cœur, les poumons, entre autres. Voilà, c'est les organes essentiels à protéger puisqu'ils nous sont vitaux. Donc cette cage est là pour protéger ces magnifiques organes. Donc on va découvrir ça ensemble ce matin. Ça va être trop bien. Hop, je me cale. Être sûr. Attendez. Que vous soyez bien. Parce que sinon c'est mon chic de vous parler de trucs alors qu'on voit rien à la caméra. Ok. Est-ce que vous êtes prêts? On y part. Alors, la cage thoracique. Ben, vous voyez, ça commence déjà. Hop là. La cage thoracique appartient au squelette axial. On en avait parlé sur un autre live. Hop, on a la partie... On va le voir. Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre qui est le plus parlant? Je vais laisser sur ça. Le squelette axial, c'est vraiment ce qui constitue l'axe du corps, qui est opposé au squelette appendiculaire qui fait partie des membres. Voilà, donc la cage thoracique, évidemment, je ne vous fais pas un dessin, ça fait vraiment partie de l'axe, hein, du tronc au niveau du corps humain. Il comporte le sternum qui est médian et antérieur. Le sternum, c'est cette partie-là, cet os plat que l'on sent à la face avant de la cage thoracique, qui est lui-même composé de plusieurs parties, on le verra. Le manubrium, le corps et la xiphoïde. On aura le temps d'en reparler tout à l'heure. Il va y avoir des noms un petit peu... Il faudra s'accrocher, hein, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Le sternum, qui est médian et antérieur. Médian, pareil, on l'a vu sur d'autres planches, ça veut dire au milieu. Antérieur, ça veut dire à l'avant. Hop. Médial ou médian, c'est ce qui est au milieu. Et antérieur, c'est ce qui est à l'avant, à l'opposé de ce qui est postérieur. Il est également donc composé du sternum, mais aussi de 12 paires de côtes. Chacune présente une tête, un col, un tubercule et un angle. On le verra tout à l'heure. Donc il y a 12 paires de côtes. La première côte appelée K. Les côtes en anatomie, elles ont la lettre K. Les cervicales ont la lettre C. Les thoraciques ou les dorsales ont la lettre T ou D, ça dépend de la nomenclature. Les lombaires ont la lettre L et le sacrum a la lettre S. Mais les côtes n'ont pas la lettre C puisque C c'est déjà cervical, donc on va dire K. K comme côte. Donc K1, qui est la première côte. Ça peut être assez surprenant, on n'imagine pas qu'elle monte si haut, mais K1 est vraiment sous la clavicule, juste en dessous des dernières cervicales, donc un peu sous, on va dire sous le trapèze, si on veut imager ça. En fait, j'espère que je ne vais pas toucher le micro. Si vous, là, vous allez toucher les clavicules, vous avez deux petites boules, là, en haut du thorax. Vous descendez, vous glissez juste en dessous, et vous allez tomber sur le cartilage de la première côte, K1. Et à l'arrière,
Pareil, souvent, C7 ou T1, vous avez une vertèbre qui ressort plus que les autres à la base du cou. Si vous allez sur le côté, en fait, vous êtes sur la première côte. Si vous appuyez sur les trapèzes, vous essayez de les écraser un petit peu pour sentir l'os qui est en dessous, mais en fait, vous êtes sur la première côte. Donc K1 est vraiment très 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 haut. Ça fait comme un collier, une ceinture là. En ostéopathie et peut-être dans d'autres disciplines, on appelle ça l'orifice supérieur du thorax. C'est ça oui, enfin, c'est l'orifice supérieur du thorax. C'est vraiment le détroit le plus haut de la cage thoracique. Et K12 avec le diaphragme va former l'orifice inférieur du thorax. Donc vous avez 12 paires de côtes, sachant que les deux dernières, K11 et K12, sont des côtes flottantes. Elles ne vont pas se réunir avec le sternum comme toutes les autres côtes, grâce à un cartilage. Elles sont libres. Vous allez pouvoir les sentir si vous descendez le long des côtes. Mais vous sentez souvent Alors, elles sont de taille variable. Les miennes sont très très asymétriques. Vous allez sentir, ça fait comme deux petites branches. Voilà. Au niveau des flancs, là, à l'arrière. Ça dépend la longueur. Elles vont s'arrêter soit à l'arrière, soit au niveau des flancs. Mais vous allez sentir les deux dernières côtes, donc K11 et K12, les côtes flottantes. Donc si on décrit un peu plus l'anatomie d'une côte en elle-même, vous allez avoir la tête de côte. Elle s'articule avec la facette costale inférieure du corps vertébral de la vertèbre sous-jacente. Alors rien que là, je vais essayer de ne pas vous faire prendre un Doliprane, ni un Efferalgan, non, évitez de citer trop de marques, du paracétamol, en tout cas on va dire la molécule, comme ça on va pas être embêté. Accrochez-vous bien. La tête de la côte, on l'a vu quand on parlait des vertèbres thoraciques, les têtes de côte vont venir s'articuler avec les vertèbres thoraciques. On le voit là. Vous avez une vertèbre thoracique, une deuxième, une troisième. Là, ils ont enlevé les côtes et les ligaments pour qu'on puisse voir les facettes articulaires. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une tête de côte va venir s'articuler au niveau de l'espace en fait entre deux vertèbres. Donc elle va être à la fois articulée, là on le voit avec une facette de la vertèbre qui est au-dessus, et à la fois avec une facette qui est en dessous. Elle va venir à l'intervalle, si vous voulez. Donc pour une seule côte, il y aura deux surfaces. C'est ce qu'on nous dit là. Si on reprend mot par mot, elle est articulaire avec la facette costale inférieure du corps vertébral. Donc on a une facette qui est destinée à la côte, donc une facette costale inférieure. Donc si on prend une vertèbre, forcément, puisque à chaque intervalle, il va y avoir une côte, il y aura une côte ici, une côte ici, une côte ici. Vous le voyez, hein, chaque intervalle de vertèbre va y avoir une côte. Sur un corps vertébral, sur une vertèbre, il y aura deux facettes. Une en haut, une en bas. Pas pour la même côte. Donc là, si on prend cette vertèbre-là, peu importe laquelle c'est, il y aura une facette supérieure et une facette inférieure pour deux côtes différentes. Là, vous voyez, la côte, elle va arriver et la tête, elle va s'articuler là avec une facette qui est au-dessus, une facette qui est en dessous. Donc elle est articulaire avec la facette costale inférieure du corps vertébral de la vertèbre sous-jacente, donc du dessus, c'est ce qu'on vient juste de dire. Elle s'articule à la fois avec la vertèbre du dessus sur sa facette costale et avec la facette costale, cette fois supérieure, mais de la vertèbre du dessous.
donc la facette qui est en haut, la supérieure, mais de la vertèbre du dessous, la sous-jacente. Ça fait des mots un peu complexes, mais c'est pas si compliqué que ça. Si vous comprenez juste que la côte vient se caler à l'interstice entre deux vertèbres, il lui faudra forcément une facette au-dessus, une facette en dessous. Donc, sur chaque vertèbre, il y a deux facettes costales pour deux côtes différentes. Et la même côte s'articule donc avec deux vertèbres. Voilà, par exemple, la troisième côte avec la troisième vertèbre thoracique. Voilà. Donc, là, on va prendre, mettons, K3. Elle s'articule avec la facette costale supérieure du corps de la vertèbre qui lui correspond. Donc, T3 avec K3. Mais aussi avec la facette costale inférieure, mais de la vertèbre du dessus. Donc, à la fois avec la vertèbre T2. Donc, la troisième côte va s'articuler à la fois avec la vertèbre T3 et à la fois avec la vertèbre T2. Là, mettons que c'est K3. K3, elle arrive. Elle s'articule avec T3, sa vertèbre qui lui correspond, et aussi T2. Ça, c'est la tête de la côte, avec ces deux petites surfaces articulaires, la supérieure et l'inférieure. Ensuite, on va voir le col. Le col, c'est ce qu'il y a entre la tête et le reste de la côte. Ensuite, vous avez le tubercule. Lui, c'est lui qui porte l'articulation avec la transverse de la vertèbre qui correspond. Là, vous avez la facette qui correspond à la transverse. La transverse, c'est quoi? On en avait parlé au niveau des thoraciques, des lombaires et des cervicales. C'est ça. C'est les deux petites ailes qui partent de chaque côté des vertèbres. Et bien le tubercule, qui est un tout petit peu avant ou après l'angle, ça dépend dans quel sens on regarde, lui va s'articuler avec la transverse. Alors, on le voyait un petit peu mieux. Il faudrait que je retrouve... Alors, je vais rechercher... Voilà. Là, on en avait parlé sur la planche des vertèbres cervicales et thoraciques. Là, vous avez une vertèbre thoracique qu'on voit du haut, la 6e. Imaginez, là, avec mon doigt, je vais faire une côte. Mon ongle, ce sera la tête. Hop. Et bien, la tête, elle va venir se caler au niveau de la facette du corps. Donc là, je suis K6. Côte 6, elle vient hop, se caler sur la facette supérieure de T6. S'il y avait une vertèbre au-dessus, là, il y aurait une autre facette, celle de T5. Et l'angle, en fait, la côte, elle va commencer à faire son angle et former ensuite tout le reste de la cage thoracique. Hein. Et bien, mon angle de côte, là, mon tubercule, il va venir se caler contre la transverse. Ici. Donc, il y a une surface avec le corps de la vertèbre et il y a une surface avec la transverse. Ça, c'est l'épineuse. C'est les boules qu'on sent quand on touche la colonne vertébrale. Et les petites ailes de chaque côté, on peut les sentir sous les muscles qu'on a le long de la colonne. Vous pouvez aussi sentir des fois des petites boules, ça dépend de notre morphologie. Mais vous sentez parfois les transverses. Au niveau des cervicales, si vous palpez le côté du cou, vous allez les sentir. Au niveau des lombaires, on peut les sentir aussi parfois, pareil, derrière les muscles. Hop. Et bien là, vous allez vraiment avoir votre trajet costal, hop, et qui va repartir vers l'avant. Voilà. Ça, c'est vraiment la particularité. Hop, ça, c'est pour la tête. Ça, c'est pour le tubercule, l'angle de la côte. C'est vraiment une particularité des vertèbres thoraciques
vous allez avoir des surfaces articulaires sur le corps, sur les transverses. Si vous voyez ça, vous êtes sûr, c'est une vertèbre thoracique, sûr et certain. Si vous avez une vertèbre qui est trouée comme ça, c'est sûr et certain, c'est une cervicale. Une autre particularité des vertèbres thoraciques aussi, c'est qu'elles ont une épineuse pardon, qui est vraiment franchement inclinée vers le bas et vers l'arrière. Alors que si vous prenez une vertèbre lombaire, elles sont beaucoup plus horizontales comparées à une thoracique. Là, vous voyez la différence d'angle. Là, on est franchement vers le bas. Là, on est beaucoup plus horizontal. Voilà. Et l'angle. L'angle de la côte. On le verra, c'est là où elle tourne. Alors, les côtes, 1 à 7, s'articulent de façon indépendante avec le sternum. Ce sont les vraies côtes. Là, on voit, elles partent des vertèbres derrière et elles reviennent chacune à son étage. Voilà, son cartilage, son articulation avec le sternum. Ça, c'est de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite, les côtes 8 à 10 s'articulent par l'intermédiaire de leur cartilage costaux avec la côte sous-jacente. C'est les fausses côtes. Ensuite, elles vont commencer à se réunir, en fait, les unes par rapport aux autres. Ça, c'est les fausses côtes. Vous voyez que les cartilages commencent à fusionner les uns avec les autres avant de pouvoir retourner au sternum. Et les côtes 11 à 12, on l'a dit, elles s'articulent uniquement avec les vertèbres à la face postérieure. Ce sont les côtes flottantes. Alors, au niveau ligamentaire, qu'est-ce qu'on a au niveau des côtes? Eh bien, on a des articulations synoviales. Avec, donc synoviale en selle, ça c'est pour la sternoclaviculaire. Au niveau du sternum, qu'est-ce qu'on a comme articulation? On a celle-ci, la sternoclaviculaire qui est une synoviale, donc on va retrouver une capsule entre le sternum, ici entre le sternum, excusez-moi, entre le sternum et la clavicule, ici, c'est une synoviale avec une capsule. Une synoviale, on en avait parlé aussi sur un autre live, hop là. Il y a toujours l'os et les deux surfaces articulaires cartilagineuses, la membrane, enfin la capsule, pardon, avec sa membrane synoviale qui sécrète le liquide synovial. Ça, c'est une articulation synoviale. Type, c'est on va dire un truc qui n'existe pas. Là, c'est pour montrer sur le schéma. Mais tous ces types d'articulations-là, le coude, les vertèbres cervicales, au niveau du carpe, des métacarpes, le genou, il y en a plein des synoviales, il y en a énormément dans le corps. Et l'articulation sternoclaviculaire fait partie de ce type d'articulation. Donc elle a une capsule qui va de la clavicule au manubrium sternal. Elle autorise l'élévation, l'abaissement, la protraction, la rétraction et la circonduction. Souvent, les synoviales peuvent avoir plusieurs axes. Elle, c'est une articulation synoviale en selle. Et elle comporte également un disque. Donc on voit qu'elle a plusieurs petites particularités. Cette articulation-là. Alors, est-ce qu'on nous l'a montré s'il y en avait d'autres? Non. Donc c'est une articulation en selle. Elle a 7 formes. À la fois avec un axe comme ça. Et à la fois un axe comme ça, comme une selle. Puisqu'elle s'appelle articulation en selle. Des fois, l'anatomie, c'est tout con. Donc vraiment, vous avez vraiment cette formation comme si deux mâchoires venaient s'imbriquer l'une dans l'autre. Donc ça permet des mouvements dans plusieurs plans de l'espace. Et ça peut combiner. Si les deux sont en même temps, ça combine vraiment plusieurs types de mouvements. Pour la clavicule, ça autorise l'élévation, l'abaissement. Donc on peut hausser les épaules, là vous le voyez bien. L'articulation, elle va
autoriser élévation, abaissement. Donc l'abaissement est beaucoup moindre que l'élévation, hein, on est d'accord, mais elle existe quand même. Donc vous avez de l'élévation, de l'abaissement. Vous avez de la protraction et de la rétraction. Donc vous pouvez envoyer les épaules vers l'avant. Enfin là on le voit bien, hein, du coup les clavicules se mobilisent, elles vont vers l'avant. Et aussi on peut sortir le sternum, donc on peut envoyer les clavicules vers l'arrière. Et on peut avoir la circonduction. La circonduction, c'est quoi? C'est la combinaison de plusieurs mouvements. Donc on peut tourner les épaules un peu, on peut tout combiner pour faire tourner les épaules dans tous les sens. Et là, c'est au niveau de la clavicule que ça se passe. Hein, ça, c'est la circonduction. Quand vous commencez à envoyer des mouvements de lancer, quand vous nagez, en fait, c'est des combinaisons de plein de mouvements dans l'espace. C'est des circonductions. On peut le faire aussi avec la hanche. Tout ce qui est les grandes articulations mobiles, elles sont capables de circonduction. Ça, c'est ici que ça se passe. Là, ils ont enlevé la clavicule, c'est cette articulation-là, là. Cette toute petite encoche. Celle du dessous que je vous ai montrée par erreur, c'est celle pour le cartilage de K1. On voit bien la forme du manubrium. Là, les deux faces, ces deux angles-là, ces deux faces, c'est pas des angles, ces deux faces sont vraiment pour deux articulations différentes. Et on nous a dit aussi qu'il y avait un petit disque. Sur certaines articulations, il y a des disques qui permettent de faciliter les choses et de rigidifier un peu, de mettre comme une sorte de joint qui est là, un coussin qui va aider cette articulation-là. Il y en a aussi au niveau du pubis, il y en a au niveau de la mâchoire. Les genoux, on pourrait aussi considérer qu'il y a une sorte de disque, puisqu'il y a des ménisques à l'intérieur. Voilà, donc il y a plusieurs articulations comme ça, où à l'intérieur, il y a un petit joint, un amortisseur. On le voit là, il le montre un petit peu ici, mais on le verra peut-être mieux en couleur. Voilà, je vais essayer de vous montrer ça. Donc là, c'est notre manubrium sternal, l'articulation pour la clavicule. Et là, ils ont découpé. Ils l'ont mis en coupe. Donc on voit la capsule qui est autour des surfaces articulaires. Et on voit là, il y a un troisième liseré gris. Et bien le troisième liseré, c'est le disque. Voilà, on le voit en coupe. Là, on revoit notre côte avec la tête et les deux surfaces articulaires. On le voit bien, c'est un peu pointu. C'est biseauté. On a le col après la tête. Ensuite, on a notre tubercule avec la surface articulaire pour la transverse. Et ensuite, on a l'angle de côte qui permet à la côte de prendre son virage et de former la cage thoracique. Vraiment, si on se fait une côte, imaginez, c'est ma côte, vous avez la tête, le col, vous allez avoir le tubercule qui va s'articuler avec la transverse, et après, l'angle va vraiment partir pour faire la forme vraiment de la cage thoracique de la côte. En tant que telle, ça va fermer. C'est ça qui fait prendre le virage à la côte, tout bêtement. Voilà. Ensuite, donc notre sternoclaviculaire, c'est un ligament qui va du manubrium à la clavicule, tout simplement, sternoclaviculaire, c'est dans le nom. Formé de ligaments antérieurs et postérieurs. Alors, est-ce qu'il va nous montrer? Non, on a l'interclaviculaire, sternocostal. Je regarde si on peut vous le montrer quelque part. Parfois, ils le mettent au niveau descriptif anatomique, mais on ne le retrouve pas forcément. En fait, des fois, c'est tellement fusionné avec la capsule que certains ligaments, on ne peut plus vraiment anatomiquement les différencier. C'est un maillage fibreux tellement solide, tellement rigide, tout s'imbrique. Donc des fois, c'est très difficile. Les premiers ligaments qui sont autour des capsules, en fait, c'est très difficile à vraiment individualiser anatomiquement parlant. Donc là, sur la planche, ils l'ont pas
Je retrouve aucune planche. Je regarde bien, hein. Mais pour vous le montrer individuellement, je n'ai pas, malheureusement. Donc, il y a de fortes chances que ce soit autour de la capsule, puisque, de toute façon, c'est le ligament antérieur et postérieur. Vous en aurez un à l'avant et un, vous imaginez, la même chose, à l'arrière. Il va venir solidifier, il va venir en sandwich autour de la capsule. Ensuite, on a commencé à le voir, c'est l'interclaviculaire. Il est là, il va joindre les deux clavicules. Voilà, comme un hamac là. Il va venir solidifier entre les deux clavicules. Donc il est entre les clavicules, il relie les deux articulations sterno-claviculaires. Jusque-là, on est d'accord. Et ensuite, on a le costo-claviculaire. Il va de la clavicule à K1, la première côte. Il fixe la clavicule à la première côte. Donc lui, il va être là, ici. Et pareil, il va amarrer la clavicule et la première côte l'une à l'autre. Là. Des fois, on peut le sentir, mais il y a aussi un muscle ici. Mais si vous passez sous la clavicule, vous allez sentir parfois, en fonction des morphologies, des petites fibres. Donc ça peut être le muscle sous-clavier, mais vous pouvez aussi sentir sur certaines personnes des petites fibres. Alors, est-ce qu'il nous propose déjà de colorier quelque chose ici? Surface. Ok. Il nous propose de colorier des choses qu'on a évoquées un peu tout à l'heure. Est-ce que je me lance maintenant? On va continuer à décrire ça pour l'instant. On est bien lancé. Ensuite, on a quoi comme articulation? On a les articulations sterno-costales. C'est ça qui définit si vous allez avoir des vraies côtes, des fausses côtes, des côtes flottantes. Les premières sternocostales, qui vont de la première côte vers le manubrium, elles n'autorisent quasiment aucun mouvement. C'est vraiment là pour venir amarrer, solidifier, rigidifier la cage thoracique. Là, ce sont des articulations cartilagineuses primaires, des synchondroses. Là, il n'y a pas de capsule, il n'y a pas de liquide synovial, ce n'est pas une synoviale, c'est vraiment une articulation fibreuse. C'est très, voilà, c'est très rigide. Elles sont là, là. Ensuite, vous avez l'articulation sternocostale type radié. Côte 2 à 7. La première, n'autorise aucun mouvement. Et là, les suivantes vont être plus mobiles, hein, mais ça reste des articulations très rigides et fibreuses. La première est ici. Ensuite, vous allez avoir les 6 autres qui seront déjà un peu plus mobiles. Parce qu'il faut vraiment trouver pour la cage thoracique, c'est délicat, le bon équilibre. Hein, le corps humain a cherché ça avec des années d'évolution. tous les vertébrés. Le bon équilibre entre rigidité, solidité, mais aussi mobilité, puisque nos poumons, eux, ils ont besoin quand même, on a besoin de respirer pour vivre. Donc, il faut quand même laisser l'opportunité aux poumons de s'expandre, mais tout en restant rigide, puisqu'on ne peut pas s'expandre à l'infini et exposer et devenir tout, comment je pourrais dire ça, vulnérable. Enfin, il faut que ça reste quand même hyper rigide et solide, à la fois dans nos fonctions vitales pour survivre. Enfin, vous voyez, c'est vraiment un équilibre subtil entre toutes ces fonctions-là. Donc, il faut à la fois que ce soit mobile et rigide. Donc, elles vont autoriser quelques mouvements de glissement. Ce sont des synoviales planes. Là. Tout ça. Donc là, il y a une petite synovie. Celle-ci, c'est fibreux. Là, on a de la fibre et un peu de synovie. Voilà.
si on veut être très très précis. Il nous précise vraiment bien que c'est des synoviales planes. Et elles sont cartilagineuses primaires, c'est des synchondroses aussi. Hein. Donc vous voyez que même moi, ça me fait travailler mes neurones, hein, parce que toutes les petites subtilités, la cage thoracique, c'est vraiment un petit bijou de forteresse, si je puis dire. Vous voyez vraiment la complexité, rien que sur une côte, une thoracique, toutes les variations, toutes les subtilités qu'il y a partout. La cage thoracique, c'est vraiment quelque chose de très perfectionné. Et donc, il y a quelques petits mouvements de glissement. Ben oui, pour pouvoir autoriser, quand on respire, que la cage thoracique s'expand, il y a des petites mobilités au niveau de ces cartilages, mais il ne faut pas que ça parte non plus dans tous les sens. Donc, ça n'autorise que quelques degrés. Et là, c'est des sternocostales radiés parce que vous avez des ligaments radiés. C'est pour ça qu'on les appelle comme ça. Ensuite, on nous parle de quoi? La costo-chondrale ou chondro-costale. On peut dire dans les deux sens. Parce que vous avez votre articulation entre le sternum et la côte, mais vous avez aussi une articulation entre la côte et la côte, si je puis dire. Puisque ici, c'est du cartilage, mais là, c'est de l'os. Et la transition, cette jonction entre les deux, ça forme une articulation. Donc pareil, ça va encore donner des petits degrés de mobilité en plus. En rajoutant une articulation, on se laisse une opportunité de mobilité supplémentaire. Encore une fois, pour pouvoir assurer cette fonction vitale de respirer. Donc quand on cumule plein de petits degrés, ça nous évite d'avoir une seule articulation qui bouge beaucoup, sur laquelle tout dépend. Là, on démultiplie, si vous voulez. On peut dire ça comme ça, on démultiplie les petits degrés et les petits angles de mobilité pour avoir une grande mécanique quand on cumule tout, qui est plus fluide, plus solide, mais un peu mobile quand même. Ça allie le meilleur des deux mondes. Pardon. Les costochondrales ou chondrocostales, c'est des cartilagineuses primaires. Ces cartilagineux, fibrocartilagineux, on l'a vu au niveau des articulations. Alors, les articulations fibreuses, là, les cartilagineuses, on en avait parlé, c'est des structures associées par du tissu conjonctif fibreux. Hein. Au niveau des sutures du crâne, pareil, c'est la même chose. C'est des types d'articulations rigides qui autorisent peu de degrés de mobilité. Hein. En général, les articulations fibreuses, c'est fait pour ça. Et là, elles sont associées aussi avec du cartilage pour les articulations cartilagineuses. Ces articulations donc, sont primaires, c'est ce qu'on a dit, par rapport au cartilage de croissance, ou secondaires, par rapport au disque intervertébral, par exemple. Là, nos côtes, elles sont de type primaire, liées au cartilage de croissance. Voilà. Pardon. Donc, là, on en a sur toutes les côtes, sauf les deux dernières, puisqu'elles n'ont pas d'extension cartilagineuse. Alors attendez, je crois que le livreur est arrivé. Je vous laisse 2 minutes, je vais vérifier ça.
I'm back. Merci pour votre patience, désolée. Alors, on était rendu à parler de nos cartilages, qui sont les costochondrales, on les a vus, articulation cartilagineuse, fibrocartilagineuse, la côte avec la côte, et elles n'autorisent aucun mouvement. Elles sont là pour donner de la flexibilité, le cartilage étant plus mou que l'os, mais ça permet, comment je pourrais dire, une sorte de... Le fait qu'il y ait ce cartilage dans la cage thoracique, ça donne un peu du tampon, si je puis dire. Ça donne de l'élasticité, hein, c'est fibrocartilagineux. On le voit bien, hein, c'est ça qui permet aussi de pouvoir enfoncer la cage thoracique sur des massages cardiaques. On se rend bien compte qu'il y a quand même une flexibilité, hein, une élasticité à cette cage thoracique. Et heureusement, sinon on pourrait absolument... Enfin, on pourrait respirer beaucoup moins facilement. Vous avez les interchondrales, qui sont des synoviales planes, qui permettent, donc interchondrales, entre chondre, c'est le cartilage. Hein, vous pouvez l'entendre sur certains types de médicaments qui sont chondre quelque chose. C'est à visée cartilagineux. Quand vous avez chondre, on parle du cartilage. Entre deux cartilages, ça autorise quelques mouvements de glissement. Voilà. Vous en avez là, les interchondrales. Tout ça, ça permet. En fait, quand les côtes remontent, le cartilage remonte vers le sternum, bah forcément, ça crée des zones de... C'est pas de conflit, hein, mais ça va créer des zones de glissement, là, entre les différentes rampes chondrales. Voilà. Alors, parlons un petit peu du plan fonctionnel. Sur le plan fonctionnel, la cage thoracique participe à la respiration. On en parle depuis tout à l'heure, via ses insertions musculaires, le diaphragme, les muscles intercostaux, etc. Il y en a d'autres, les scalènes, enfin bref. Il y a plein de muscles respiratoires accessoires, donc qui aident, ou principal évidemment, qui est le diaphragme. Hein. Elle est là, la cage thoracique aussi, pour protéger les organes vitaux intrathoraciques, notamment cœur, poumon, alors qu'elle assure le passage d'importantes structures anatomiques provenant ou se dirigeant vers la tête ou vers l'abdomen. Ben oui, c'est aussi un carrefour, cette cage thoracique, hein, puisqu'il y a le cœur, les poumons, mais il faut aussi protéger forcément les bronches, il faut protéger l'aorte, il faut protéger tout ce qui est les veines également, veines pulmonaires, tout ce qui remonte aussi de l'abdomen. Voilà, donc il y a quand même beaucoup de monde. Le diaphragme est percé de plusieurs trous pour tous ces défilés-là, pour toutes ces structures artérielles, veineuses, mais aussi neurologiques. Il y a le nerf vague qui traverse toute la cage thoracique, qui va de la tête jusqu'au ventre, en se passant évidemment par le thorax. Donc, c'est une zone très très précieuse à protéger. Hop là. Donc, l'orifice supérieur de la cage thoracique, on en a parlé tout à l'heure, hein, cette ceinture autour de la première côte. Et l'orifice inférieur, voilà, ici, par rapport à la 12e côte, là, cette fin de cartilage de 10e côte, le diaphragme, voilà, tout ça, c'est l'orifice inférieur du thorax. L'ouverture thoracique inférieure est largement fermée par le diaphragme abdominal, un important muscle squelettique intervenant dans la respiration. Voilà, c'est le muscle respiratoire principal, le diaphragme. Le membre supérieur s'attache à la cage thoracique au niveau de la ceinture pectorale ou scapulaire. On en a parlé quand on parlait de l'épaule. Alors, non, c'est après. Là, c'est coupé. Vous avez votre clavicule qui est coupée. Si vous la prolongez, ça arrive sur le sternum.
Et en fait, tout simplement, l'épaule, la seule articulation qui relie l'épaule au reste du corps, c'est au niveau de la clavicule. C'est la sternoclaviculaire. Sinon, vous voyez que le reste, l'omoplate, elle flotte librement, elle glisse librement sur le grille thoracique. Là, c'est une articulation entre clavicule et omoplate. Et là, il n'y a qu'à partir d'ici que c'est relié au reste du corps. Sinon, le bras, il flotte littéralement dans l'espace. Hein. Il n'y a rien qui le relie à part cette toute petite zone. Donc le membre supérieur n'est rattaché au corps qu'ici. Si vous coupez cette articulation, le bras, il va complètement se casser la figure. Hein. Alors, pardon. Donc le membre supérieur s'attache à la cage thoracique au niveau de la ceinture pectorale et comporte la clavicule qui agit comme une entretoise pour maintenir le membre sur le côté de la paroi du corps. Ben oui, elle est là. Comment je pourrais dire? La clavicule, elle s'est posée là. Et puis au bout, il y a un bras qui pend, si je puis dire. C'est vraiment comme... oui, c'est une entretoise quoi, qui est là pour venir. Hop là, on a un bras, on vient le caler, on vient le raccrocher au reste du corps. Voilà, c'est le rôle de Madame Clavicule. Et la scapula, qui est un os plat triangulaire sur lequel s'insèrent les 16 muscles, 16 muscles différents, qui vont mobiliser principalement l'articulation de l'épaule, mais pas que. Donc vous avez là cet os triangulaire, la scapula, anciennement appelée omoplate, avec toute l'insertion notamment de la coiffe des rotateurs. Donc elle est là pour donner un point d'ancrage à tous ces muscles de l'épaule. Voilà, et elle va glisser donc librement sur le grille thoracique pour autoriser les mouvements, etc., etc. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose de colorier? Les éléments suivants de la cage thoracique, hop, en utilisant une couleur différente. Alors, on va essayer de respecter les nomenclatures. On a du cartilage. Le cartilage, c'est bleu, par convention. Donc, on va se prendre du bleu. Hop. Notre clavicule, quelle couleur on va le faire? Jaune, comme ça on est sûr. Les 3 parties du sternum, on va prendre plusieurs teintes de rouge, avec par exemple du rose, du rouge, du orange, comme ça au moins, voilà. Donc déjà, on va pouvoir colorier nos 2 os. On va commencer par notre clavicule. Clavicula, qui veut dire petite clé. Voilà, elle a une forme de S italique. Sur cette clavicule s'insère le trapèze, par exemple. Des muscles quand même assez importants. Hein. On n'y pense pas, hein, mais le trapèze, il revient jusque sur la clavicule. Voilà, et c'est le seul os qui relie officiellement le membre supérieur au thorax, au reste du corps. Hein, vraiment, elle va arriver et elle va venir déposer le membre supérieur, comme ça, comme une entretoise, sur le thorax. C'est son rôle. Au bout de cette clavicule, il y a l'articulation sternoclaviculaire, entre le sternum et la clavicule, qui autorise plusieurs types de mouvements. Et elle a un disque, on en parlait tout à l'heure. Si je finis pas ma légende, voilà, comme d'habitude, on finit sa légende. Là aussi, on a une clavicule, mais elle est coupée. Hein, c'est la planche qu'on a vue tout à l'heure, avec notre clavicule coupée.
pour pouvoir voir notre disque articulaire. Ben, ça y est, je vais tomber mes affaires. Hop là. Ensuite, on va se faire nos différents cartilages. Et là, on en a pour un petit moment. Parce qu'il y en a un à chaque étage. Sauf K11 et K12. Pourquoi? Parce que ce sont des côtes dites flottantes. Elles ne sont pas reliées au sternum. Voilà. Voilà, tout ça, c'est du cartilage. Là, on a nos fausses côtes qui sont reliées les unes entre elles. Voilà. Par une même rampe chondrale, une même rampe cartilagineuse. Ça, c'est de K8 à K10. On a la même chose exactement de l'autre côté. Voilà, ça s'articule tout le long du manubrium, du corps, mais pas au niveau de la xiphoïde. Hop, 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 hop. Voilà, et on arrive sur nos fausses côtes. Ah, on commence à se voir quelque chose là. Et voilà. Là, on voit très bien nos cartilages. On en a pour un petit moment là aussi. Temps de colorier ça. Forcément, on a tout en doublon. Déjà qu'on a 12 côtes, enfin 10 avec du cartilage. Et forcément, c'est des paires. Voilà. Ça, c'est cartilagineux et avec des zones de glissement qu'on a vues entre les différentes côtes. Et là, on voit, la première n'est pas une synoviale. C'est là où, tout à l'heure, on a j'ai une petite confusion. Là, on n'a pas de synoviale. Mais là, on coupe, en fait, entre clavicule, sternum, on a une synoviale. Là, on n'en a pas. Mais là, on revoit notre cavité articulaire. On coupe. Donc celles-ci sont de nouveau des articulations avec donc un type synovial plan. Donc de nouveau cavité, liquide, etc. On retrouve les caractéristiques des synoviales, sauf sur K1. Là, il n'y a pas. On retrouve nos surfaces de glissement. Voilà, magnifique. Évidemment, nos disques intervertébraux aussi, par nomenclature, par convention, ils sont en bleu. Voilà. Oula, alors attendez, mes excuses. Pareil, je m'absente une minute, le volet était mal accroché, il vient de claquer d'une force. J'arrive.
pour la nouvelle interruption. Hop. Oui, ça, il faudra se garder d'autres couleurs de bleu pour tout à l'heure. Et là, c'est pareil, on a notre petit disque articulaire qui est là. Celui-là, on l'oublie pas. Hein? Notre disque. Là, notre disque. Voilà. Hein? Qui est là. On l'oublie pas. Nickel. Ça, on l'a déjà utilisé. Il ne faudra pas que je le confonde pour d'autres couleurs, notamment tout à l'heure quand on fera les surfaces articulaires, on aura besoin de bleu encore. Parce que par convention, tout ce qui est un peu cartilagineux, disque, etc., c'est des teintes de bleu. Alors, eh ben, on a notre sternum qui est en 3 parties. On aura le 3A, c'est le manubrium. Voilà. Il y a cette forme géométrique. Assez reconnaissable, qui a des grandes variations de formes. Hein. Le sternum, si vous regardez les gens à la plage ou autre, enfin, voilà, vous verrez, il y a vraiment des formes de sternum très différentes. Désolée si je touche le micro. Vous verrez, et certains ont vraiment des xiphoïdes très, très apparentes, très, très pointues. Certains ont des sternums très, très creux. Enfin, vraiment, la cage thoracique, il y a des grandes variations de formes. Hein. Si vous ouvrez un petit peu l'œil, à la plage, c'est assez facile, mais vous verrez cet été-là qu'il y a des grandes variations. Ouais, il y a une grande variabilité au niveau sternal, niveau cartilage, etc. Voilà. Ça, c'est notre manubrium. Le manubrium sternal. Et il y a même une surface articulaire là, entre le manubrium et le corps. Notre corps, qu'on va faire en 3B. Ah mince, j'ai oublié ma légende. Ah, voilà. Le B. Ah, bah, j'ai oublié aussi la légende pour les côtes. Je vais toujours trop vite. Voilà, le corps qui est plat. Notre surface articulaire, là, entre manubrium et corps. Je finis mes légendages, là, parce que c'est quand même plus propre, là. Là, on voit, là, ce qu'il y a là. Mais c'est le disque intervertébral entre, ça c'est quoi, T1, première thoracique, puisqu'il y a l'articulation avec K1. Donc ça c'est le disque T1, T2 derrière le manubrium. On le voit en perspective. Là. Et en rouge, 3C, eh ben, on aura notre processus xiphoïde. Si vous allez tout en bas du sternum, là, au niveau du plexus solaire, là, vous allez la sentir, la xiphoïde. C'est la petite pointe qu'on a. Ça peut être assez sensible. Hein. Puis vous verrez, vous, la forme qu'elle a. Est-ce qu'elle est très pointue? Est-ce qu'elle sort? Est-ce qu'elle rentre? C'est très variable d'une personne à l'autre. Voilà, là, on a notre xiphoïde qui est là. Ça, c'est notre manubrium. Voilà. Ça, c'est notre corps sternal. Voilà.
C'est des zones de création de cellules du sang aussi, hein, le sternum. Les os plats. Voilà. Paf. Et puis je vois que là aussi, par perspective, on les voit, nos disques là. Là. Disque, hop, T10, T11, disque T11, T12. Hein, là, on les voit par transparent, enfin par transparence, par perspective. Hein, les disques qui sont là. Et les transverses, hein, c'est ces petites ailes des vertèbres. Hop là. Bleu, on est bon. Là, on est bon. Maintenant, on va s'attaquer aux surfaces articulaires. Donc, il va de nouveau nous falloir des teintes de bleu différentes. On a notre surface articulaire costale supérieure. C'est la surface de la tête de la côte pour la vertèbre de numéro immédiatement inférieur à celui de la côte. Donc là, mettons, si on est sur K2, la deuxième côte, ici ça va s'articuler avec la première vertèbre thoracique, T1. Voilà, si on se projette, mettons qu'ici c'est la deuxième, ça peut pas être la deuxième, ce sera la troisième du coup. Imaginons, c'est notre troisième côte. Ici, ce sera la deuxième vertèbre, donc la surface articulaire supérieure, elle est pour T2. Et l'inférieure sera pour T3. Imaginez, cette tête, elle est prise en étau entre deux étages thoraciques. Donc la surface du dessus est pour la vertèbre du dessus, et la même surface est pour, on va dire, la surface inférieure est pour la même pour le même nombre, la même vertèbre. Voilà. Hey, coucou, Comment ça va depuis tout à l'heure, les amis? Est-ce que vous êtes heureux de voir une cage thoracique de ce midi? Heureux. Coucou les amis. Merci pour le raid, ça fait chaud au cœur. Heureux. C'était bien la partie de LOL et tout? Ça s'est bien passé? Oui, il y a plusieurs parties, j'imagine. Eh bien écoute, bonne promenade et puis bon manger. À une prochaine, merci beaucoup. Des bisous. Bon midi. Tac. Donc là, on continue à comprendre comment s'articule notre côte par rapport à la cage thoracique et surtout par rapport aux vertèbres. Parce que là, on est en train de voir notre tête de côte, c'est un peu comme une mine de crayon, si vous voulez. En fait, je ne sais pas si ce sera très judicieux, mais vous avez la tête de côte, elle vient s'insérer entre deux vertèbres, entre guillemets. C'est très imagé. Donc, vous allez avoir une surface au-dessus pour la vertèbre du dessus, et vous allez avoir une surface articulaire inférieure pour la même vertèbre. Donc si ça, c'est la troisième côte, au-dessus, ça va s'articuler avec la deuxième thoracique, donc la deuxième vertèbre thoracique, et la surface du dessous est pour la vertèbre du même numéro, donc la troisième vertèbre thoracique.
C'est ce qu'on voit ici. Si ça, c'est la troisième côte, on va se le dire comme ça. Ça, c'est K3. Ici, ce sera T3. Ici, ce sera T2. Et ici, mettons, peu importe, hein, c'est T1. Voilà, ici, cette surface qui est au-dessus, c'est pour T2. Et la surface qui est en dessous, c'est pour T3. Là, c'est T4. Et c'est pareil pour la quatrième côte. Au-dessus, c'est pour la vertèbre du dessus. La surface inférieure est pour le même chiffre. Voilà, c'est le petit côté un peu tricky des côtes. Qu'est-ce qu'on a vu encore ce matin pour vous faire rattraper un petit peu les wagons? Ce matin, on a redécouvert que la clavicule s'articule avec le sternum au niveau de la sternoclaviculaire. Il y a un petit disque à l'intérieur. C'est une articulation synoviale qui permet plusieurs mouvements. Hein, ça s'élève, ça s'abaisse, ça va vers l'avant, ça va vers l'arrière. Et ça peut tout combiner, ça fait des circonductions aussi. Hein. Hop là, pardon. Désolée, mon auto-modération est un petit peu... non mais mon automode, des fois, il s'enflamme un peu. Hein. Il bloque des messages qui n'ont rien à bloquer. Désolée, chimie. Oh. Tu t'étais jamais posé la question comment c'était foutu? Bah oui, en vrai, si on n'a pas à s'interroger, on se dit, bon, bah voilà, la cage thoracique, les côtes, les vertèbres. Mais anatomiquement parlant, bah, il y a plein de petites subtilités, il y a plein de petites surfaces. Donc, c'est hyper... c'est ce que je disais en début de live, la cage thoracique, c'est vraiment un petit bijou à la fois de protection et de mobilité, parce qu'il faut que ça combine à la fois le côté protecteur des organes nobles, cœur, poumon, bronches, l'aorte, enfin bref, tout un paquet de choses, le nerf vague. Et à la fois, il faut que ça autorise quand même la respiration, parce que respirer, c'est mieux. Donc, toutes ces petites articulations-là qu'on a partout, qui sont très rigides, fibreuses, cartilagineuses, on en a ici, aussi entre la côte et le cartilage. En cumulant tous ces petits degrés, ça permet les mobilités. Vous avez le diaphragme en dessous qui permet, lui qui est le muscle respiratoire principal, assisté par tous les petits muscles intercostaux qui sont des respirateurs secondaires, les scalènes aussi au niveau du cou, enfin bref. Donc c'est tout un bijou d'ingéniosité anatomique pour être à la fois solide et mobile. Ça combine le meilleur des deux mondes. Ce que j'ai colorié en bleu à la face avant, c'est articulé. Alors, ce qu'on a en bleu, on a les sternocostales. Ces articulations entre le sternum et les côtes. Elles, c'est des cartilagineuses primaires. Alors, au niveau K1, c'est ce qu'on a vu, ça autorise quasiment aucun mouvement. Celle-ci, la première, est assez rigide. Par contre, les autres, elles autorisent quelques petits mouvements de glissement. C'est des synoviales planes. Je ne sais pas si tu étais là quand on avait parlé. Oh là, ça y est, je m'enflamme. Au niveau des articulations, blablabla, voilà. On a des synoviales planes. Donc en fait, ça autorise quand même des petits cisaillements, des petits mouvements. Donc ça va quand même aider pour la respiration. Donc ça va pas autoriser des amplitudes de fou malade, mais ça a le mérite d'exister. Ça allie le meilleur des deux mondes. C'est à la fois rigide et un tout petit peu mobile. Et par contre, celles-ci, elles le sont beaucoup moins. Mais il y a quand même des petites choses qui se passent. Si c'était full rigide, ça n'existerait pas. Puis forcément, c'est surtout le fait qu'il y ait du cartilage en lui-même. Le cartilage, c'est souple, c'est pas quelque chose de calcifié. Donc rien que ça permet une mobilité supplémentaire. Donc ça bouge, pour certaines, un peu. Voilà, si je puis dire. Et le cartilage en lui-même autorise ça donne une élasticité. Hein. On voit bien qu'on appuie sur la cage thoracique, il y a quand même une élasticité qui est là.
Mais c'est pas une cervicale, on va pas prendre la côte et puis la faire tourner dans tous les sens, tu vois? Non, on n'est pas sur ça. Voilà. En fait, il faut absolument, c'est un bijou d'évolution, hein, mais il fallait trouver le moyen d'avoir une cage, la cage thoracique, quelque chose de euh, protecteur, de solide, mais mobile quand même. Donc, ceux qui ont survécu, ceux qui ont pu se reproduire, enfin voilà, enfin, ceux qui ont survécu, ben, finalement, ce sont eux qui se sont reproduits, etc., etc. Donc, au fil des évolutions qui sont apparues, ben, on arrive à ça. Voilà, c'est ce truc magnifique. Cette magnifique cage thoracique. Et la cage thoracique, c'est quand même la zone d'ancrage, on en parlait tout à l'heure, du membre supérieur. C'est la sternoclaviculaire, qui est là, hein, on sent bien là, la petite boule qu'on a là, qui vient se poser sur le sternum. C'est la seule articulation qui relie le bras, donc le membre supérieur, au corps. Si on coupe, si on enlève ça, on a tout qui va ça va être que des structures molles. Après, le reste, c'est musculaire, c'est ligamentaire. Vous avez l'omoplate qui est juste posée sur le grille thoracique. Elle est là, elle flotte, elle glisse. Donc ça, c'est le seul point d'ancrage, hein, comme une entretoise. Vous avez votre bras, votre clavicule. Ben, hop c'est comme si le bras, il était posé comme ça, sur le thorax. Et c'est le seul point d'ancrage après qui permet au bras de se mobiliser dans tous les sens. Évidemment, après, vous avez aussi la mobilité de la gléno-humérale dont on avait parlé aussi sur un autre live. Je vous invite à aller revoir tout ça si vous voulez sur ma chaîne YouTube, Caro__stream, STREAM. Et vous trouverez tous mes anciens lives à propos de l'anatomie. Notamment la dernière fois, on a parlé tout ce qui était membre supérieur, ça c'était trop chouette aussi. Et là, bonjour, celui-là il était pas mal. Sur le côté ligamentaire, capsulaire, la coiffe, voilà, tout le système d'ancrage de l'épaule. Là, on s'était bien amusé. Hein. Et la dernière fois, on a parlé du coude. Là aussi, petit bijou biomécanique, là, petit bijou d'intelligence pour pouvoir autoriser la pronosupination. Hein, pour nous, êtres humains, c'est quand même bien pratique de pouvoir prendre des choses et les amener à notre bouche. Ça sert surtout à ça. La pronosupination, c'est prendre et amener à la bouche pour pouvoir se nourrir aussi. Pardon. Donc, là, si on reprend, on a notre surface articulaire costale supérieure. Pour la côte, c'est ça qui est un peu tricky, hein, c'est que la surface articulaire supérieure est pour le chiffre inférieur, entre guillemets. Enfin, pas que entre guillemets, mais voilà, faut se dire ça dans sa tête. K3, sa surface du dessus, c'est pour la vertèbre qui a un chiffre de moins. Mais c'est parce que la vertèbre est au-dessus, vous voyez. Il faut se le représenter dans l'espace, quoi. Faut pas trop se le dire dans sa tête, parce que sinon, ça donne envie de dérailler un peu. Et après, on a notre surface inférieure, la surface articulaire costale inférieure. Donc, surface articulaire de la tête de la côte, jusque-là on est d'accord, pour la vertèbre, de même numéro. C'est carré. On est sur K3. La surface inférieure s'articule avec le même chiffre, le même numéro. On a quand même 10, 11, 12. Hop. Voilà. Donc ce serait cette surface-là, celle du dessous. Hein? Celle-là, c'est pour le même chiffre. Vous voyez bien que c'est sur la même vertèbre. Ça, c'est pour le même chiffre. Celle-ci, c'est pour la surface supérieure. Hein? Je vais refaire les couleurs. Là, on est sur le bleu un peu plus clair. Donc, on est sur la surface pour la côte du dessous. La tête, elle viendrait là. Hein? La tête, elle vient se caler là. Ça, c'est pour la côte de même numéro. On voit bien, hein, c'est bien sur le corps. Pas de problème, pas de doute. Là, on est un
on commence à déborder là. Donc ça aide. Là, il n'y a pas de doute, même chiffre, même côte. Là, c'est pour celle du dessous. Et on a... Alors, il ne nous propose pas de tête, tubercule, angle. Je vais me permettre de mettre le 6C. Hein. Parce que là... là... Notre 6C pour notre facette. Hein, avec le tubercule et la facette. Pour cette fois, la transverse. Parce que oui, on l'avait vu quand on avait étudié la cage thoracique. Les vertèbres thoraciques, pardon. Hop, hop, hop. Notre côte, elle arrive. La tête vient se caler sur le corps de la vertèbre. Et ensuite, elle va s'anguler. Elle va faire un angle. Et elle va venir s'articuler avec la transverse. Donc là, il y a une petite surface articulaire, là. Parce qu'on a os contre os, sinon ça ne va pas le faire. Elle va faire une angulation. On dira ça comme ça. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, ok? Tac. Et c'est cette surface-là, là. Si je prends pas du tout la bonne couleur, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire, on confond moitié. Attendez, ça va pas cette histoire. C'est quelle couleur ça? Voilà. 6C, on va faire ça de cette couleur plutôt. On va essayer de le foncer un peu. Voilà. Ça, c'est pour l'angle. Hein? Pour l'angle de notre côte. Ça, c'est pour la tête de la côte. Ça, c'est pour la tête. Tête, tête. Tout ce qui est là, c'est pour la tête. Tête, tête. De toute façon, on les voit en dessous. Ça, c'est pour l'angle. Pour le tubercule. Voilà. Là, ce serait là, là. C'est caché derrière. Et ça, c'est pour la vertèbre du dessus. Hein, on voit? Là, on voit qu'elle vient d'être recouverte par l'autre. Donc là, s'il y avait une autre vertèbre, elle viendrait cacher cette surface articulaire-là. Hein, ça vient s'empiler comme ça, les unes sur les autres. Et ça va venir cacher cette surface. Donc ça, c'est pas pour une côte. Hein. Ça, c'est pour les autres vertèbres. On l'avait vu. Hein. Elles viennent se superposer comme ça, les unes sur les autres. Hein. Donc voilà, de toute façon, c'est la même vue. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer qui est un peu plus... on n'a pas trop de vue plus parlante. Mais voilà, c'est ça, les vertèbres, elles viennent s'empiler comme ça, les unes sur les autres. Donc celle-ci attend juste qu'il y ait une autre surface articulaire qui vienne la couvrir de sa vertèbre qui est dessus. Ah, attendez. J'ai encore une fois...
entre le livreur, le facteur, le volet qui se décroche. Alors, là, on est bon. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mieux comprendre notre côte? Il nous propose aussi de colorier la tête. On va pas forcément se les colorier. Attends, comment on peut faire ça plus mieux? Je vais essayer de faire un truc. On va voir si ça rend quelque chose. 6A, c'est la tête. Donc on va se colorier la tête de côte plutôt. On va tâcher parce que les surfaces aussi, elles font partie de la tête. Donc ça, c'est la tête de la côte. Attendez, si vous voulez. Voilà, on se fait un petit coup de violet là. Voilà. Ça c'est la tête de la côte. Oups là, on enflamme un peu. Ensuite, B, ben, on a le col. Souvent, dès que vous avez une tête en anatomie, juste après, vous aurez le col. C'est souvent comme ça. Vous avez la tête du fémur, le col du fémur. La tête du humérus, le col de l'humérus. C'est souvent comme ça. Là, vous avez le col. Et ensuite, notre tubercule. Jusque là, on l'avait fait là, on peut se fignoler notre tubercule qui est là. Paf! Bon, là, le légendage, j'espère que vous me suivez, hein, parce que c'est pas trop simple. C'est bien de comprendre. La tête de l'utérus, évidemment. Par contre, on a le col de l'utérus, mais on n'a pas la tête. C'est bien un des rares trucs où ça se vérifie pas toujours. Hein. Pareil, on a la tête, mais on n'a pas, il n'y a pas toujours le col non plus. C'est bizarre, des fois en anatomie, il y a des trucs, c'est toujours pareil. Puis tout d'un coup, bah, il y a une exception. Voilà, puis on est heureux. Paf, paf, paf. Et ensuite, l'angle de la côte. Quelle couleur on se fait ça? Parce que le problème, c'est que je fais encore du bleu. J'ai déjà plein de trucs bleus. Là, on a toute la partie angle de côte, là. C'est ça qui fait qu'elle prend un virage. Hein. Vous avez la tête, toute la partie ensuite avec le tubercule, et puis hop, vous allez avoir la côte qui prend son angle. Hein. Vous pouvez les sentir dans le dos, là. Les tubercules et les angles de côte, ça ressort le long de la cage thoracique. On peut le sentir dans le dos. Hein, toute cette zone-là. C'est un peu... J'ai l'impression d'avoir utilisé 50 fois les mêmes couleurs. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut rendre quelque chose un peu plus didactique encore? Parce que là, on nous parlait de choses, mais on les a pas coloriées du tout. Hein, on n'a pas fait beaucoup de ligamentaires. Si on faisait notre capsule. Là, on a notre capsule entre la clavicule et le manubrium.
là, on est sur de la synoviale. On est content. Voilà. On a une belle capsule, là, magnifique. Pouf, pouf, pouf. Avec au milieu, un disque. Voilà, ça c'est la capsule. On a parlé du ligament interclaviculaire qui est là, qui relie les deux clavicules. Il est là, lui. Ensuite, on nous a parlé tout à l'heure du ligament costoclaviculaire entre la côte et la clavicule. C'est lui. Il est là. On peut le sentir si on palpe sous la clavicule. Sur certaines morphologies, là, on peut sentir les petites fibres. Bon, il y a aussi du muscle. Hein. On a du sous-clavier. Mais on peut le sentir parfois. C'est un peu sensible d'ailleurs. Notre ligament costoclaviculaire. Là. Ensuite, on a tous nos ligaments radiés là. Qui sont là. Hein, radiés, on comprend pourquoi elles s'appellent comme ça. On voit vraiment que le ligament, il rayonne. Hein. On voit bien. Ça, on a vu, ça, on a vu. Et là, on n'oublie pas aussi, on en a parlé, que là, au niveau des sternocostales, ben là, on a en fait, c'est des synoviales. Donc, on a des cavités et des petites capsules. Hein, on dirait pas comme ça, mais elles sont là. On a nos cavités articulaires, sauf pour la première côte, il n'y en a pas. Hein, ils sont là, nos ligaments radiés de la tête. Hein, ça expand sur le corps vertébral, sur le disque aussi, et sur la vertèbre du dessous. Voilà. Sur le disque. Et on a aussi différentes extensions ligamentaires, là, hein, la costo-transversaire, par exemple. Il y a beaucoup de... Il y a un côté fibreux, vraiment, dans la cage thoracique. Hein. Il faut que ça soit rigide. Donc, il y a des ligaments, des fibres dans tous les sens. Hop. De quoi on peut parler encore? Il y a même un ligament intra-articulaire, pour vous dire. Dans la capsule, il y a un petit ligament au milieu, là. Non, il faut que ça tienne, quoi. Hein. Il faut vraiment, vraiment que ça tienne. Alors. Il nous parle pas des... Ah, voilà. J'allais dire, on avait nos interchondrales tout à l'heure, là. Interchondrale, entre le cartilage. Et bien là, vous avez vos petits plans de glissement, là. Hein, entre les côtes, voilà. Ça, là, ça glisse. Parce que forcément, quand on respire, il ne faut pas qu'il y ait d'accrochage, si je puis dire, vu le nombre de fois où on respire dans la vie. Alors, de quoi on a parlé qu'on n'a pas...
Vous vous souvenez de celui-là, hein, le ligament longitudinal antérieur qui vient solidifier la colonne vertébrale à l'avant. Toujours là, lui. Il y a le même, hein, d'ailleurs, à l'arrière, mais il n'est pas... Là, ils l'ont enlevé pour que ce soit plus simple. Nos interchondrales, on en a parlé là. Je vérifie toujours, hein, si j'ai pas oublié des trucs. Hein, et puis évidemment, on nous parle aussi de notre omoplate, hein, avec notre acromion, l'acromion claviculaire, qui est aussi une articulation synoviale plane, notre coracoïde, notre fosse glénoïdale, ça c'est pour la tête de l'humérus, notre omoplate qui est là en forme de triangle, voilà. Comme d'hab. Et comme toujours, on a notre petite note clinique. Qu'est-ce qu'on nous dit? Les traumatismes thoraciques sont le plus souvent les fractures. Voilà, les côtes, c'est fragile. C'est assez douloureux, c'est assez pénible, les fractures de côte. Souvent, K1, K11 et K12 sont plutôt épargnés. Parce qu'on disait K1 est tellement haute, la première côte. Vraiment, elle est sous les trapèzes, elle est à la base du cou. Vraiment très 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 haute. Pour se fracturer celle-là, c'est pas très commun. C'est vraiment pas commun de se fracturer K1. Et en plus, elle est cachée vraiment sous la clavicule, sous le trapèze. Donc, elle est peu exposée. K11, K12, c'est pareil. En général, c'est des petites structures osseuses. On se les casse pas souvent. C'est c'est peu commun. Par contre, les autres côtes, on peut se les fracturer d'un rien. J'ai pas un patient, il s'est fracturé une côte en se rattrapant. Il s'est déséquilibré dans un escalier. Il s'est rattrapé à la rampe d'escalier. Et juste en se rattrapant, la contraction musculaire, et puis je pense la surprise, ça lui a cassé une côte. Voilà. Donc, des fois au cabinet, on a des surprises. Quand on se dit, mais c'est pas possible que la personne... Enfin, c'est pas cassé, quoi. Eh ben, si, c'était cassé. Donc, faut être hyper vigilant. Enfin, des fois, les phrases, genre, si c'est cassé quand même, je pourrais pas faire tout ça et tout. Des fois, il y a des surprises quand même. Hein. Puis pas forcément que chez des personnes âgées. Donc, quand on a un doute, faut aller passer une radio, tout simplement. Mais qu'est-ce que j'ai eu d'autre? J'ai des patients, ils se sont cassés les côtes en se penchant par au-dessus d'une rambarde ou des choses comme ça, enfin, en éternuant. Évidemment, quand on a de l'ostéoporose, c'est encore plus facile de se casser les côtes. Donc, il faut quand même être assez vigilant. Voilà, forcément. C'est là pour protéger, donc c'est exposé au choc et au trauma. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Donc, les fractures de côte. Oh là, je postillonne. Oh là là, ça va pas du tout. Alors, j'essaye de vous mettre ça à plat pour que vous voyez bien. Voilà. Donc, la 1, la 11, la 12 sont épargnées. Mais les écrasements thoraciques, fractures de côte, les traumas pénétrants par arme blanche ou arme à feu, là forcément, ça va casser les côtes ou ça va venir perforer les poumons, faire un pneumothorax. Arme blanche, arme à feu. Qu'est-ce que j'avais eu aussi? Ah si, ça, j'avais peut-être dû vous le raconter. C'est un de nos profs qui nous l'avait raconté pendant nos études. C'est pas officiellement la cage thoracique, mais mon prof, il a eu un patient qui était policier, je crois, et il s'est fait fracturer l'omoplate à travers son gilet pare-balles. Je vous l'avais peut-être raconté cette histoire, mais en fait, l'énergie de l'impact de la balle qu'il a reçue dans le dos a traversé le gilet et ça lui a explosé l'omoplate. De toute façon, une omoplate, c'est tellement fin que voilà, elle n'a pas résisté au choc, mais au moins, entre guillemets, il a que ça. Ça ne lui a pas explosé un poumon ou autre, quoi. Les douleurs des fractures de côte sont habituellement intenses en raison des mouvements de la cage thoracique pendant la respiration. Oui, le problème des fractures de côte, c'est qu'on ne peut pas les immobiliser. Allez immobiliser une cage thoracique, vous respirez plus, quoi. Donc ça va être un petit peu compliqué. Donc les fractures de côte, c'est franchement très très pénible. Voilà, donc là on a fait un petit tour, mine de rien, qui n'était pas si petit.
mais de la cage thoracique, des côtes. On a reparlé un petit peu du membre supérieur. Voilà, que je vous invite à retourner voir sur ma chaîne YouTube. Si vous voulez revoir ce qu'on a dit sur le bras, vous voulez revoir ce qu'on a dit sur la cage thoracique, sur les vertèbres. Voilà, c'est vraiment trop chouette. Je regarde un petit peu si au niveau de mon éther, il n'y a pas des choses que je pourrais vous montrer qui sont pertinentes, qu'on n'a pas évoquées. Non, je regarde là, on a notre cage thoracique. On en a déjà parlé. Et après, on part sur de la myologie. Donc, on est pas mal. Si je pouvais... Alors, je regarde. Je suis en train de regarder s'il y a des choses que je peux vous montrer qui ont de l'importance. On en reparlera sûrement s'il y a des planches sur le diaphragme, mais vous voyez, ça c'est l'intérieur de la cage thoracique. Ils ont coupé les côtes pour pouvoir enlever clavicule, côte, sternum. Donc on voit ce qu'il y a à l'intérieur du thorax. Donc on voit les poumons. Ça c'est le péricarde, c'est le sac, l'enveloppe du cœur. Donc là c'est le cœur. Vous avez l'aorte qui va commencer qui sort, qui va descendre jusque dans l'abdomen et qui remonte aussi au niveau des carotides. Vous avez où est-ce qu'elle est la cave, la veine cave supérieure, il y a la veine cave inférieure aussi qui remonte depuis le membre, depuis l'abdomen, tout ce qui est drainage aussi des membres inférieurs. Enfin voilà, il y a beaucoup de gros vaisseaux qui vont arriver dans la cage thoracique. Vous avez deux organes nobles, poumons, cœur. Donc c'est vraiment une zone qu'il faut protéger. Il y a le nerf vague aussi. Ce qu'ils l'ont mis, non, il n'y a que le nerf phrénique, mais il y a aussi le nerf vague qui descend, qui traverse le thorax. Je regarde s'ils l'ont mis ailleurs. Et c'est là qu'on voit... Alors, là, vous regardez quelqu'un du dessus, et vous avez enlevé ses poumons, vous avez enlevé le cœur, et là, vous voyez que la cage thoracique, il y a des trous, elle est trouée pour faire passer... Donc la veine cave inférieure, comme on disait tout à l'heure, vous avez l'aorte thoracique qui descend après dans l'abdomen. Et on voit les coupoles du diaphragme avec sa partie fibreuse, là, les deux coupoles fibreuses. L'empreinte pour le cœur, recouverte par le péricarde. Là, on a la plèvre qui est l'enveloppe des poumons. Voilà, il y a tout ça à protéger. Et évidemment, l'œsophage, on n'oublie pas. Les bronches, voilà, il y a un ensemble de choses et là on se rend bien compte, voilà, si vous regardez, là on voit du dessus, là on regarde du dessous, on a les vertèbres lombaires ici, on regarde du dessous, donc là on a de l'aorte abdominale, mais vous voyez, le diaphragme, comment c'est fait, il y a les zones fibreuses pour soutenir les organes et il y a les trous, il est troué un petit peu de partout pour laisser passer. Vous voyez les différents vaisseaux, les nerfs, les artères. Voilà, là on voit la xiphoïde, la pointe du sternum. Voilà, comme ça vous permet un peu de vous rendre compte comment ça s'articule, comment ça se décline dans notre cage thoracique. Voilà, et le diaphragme marque la frontière, si je puis dire. Voilà, c'est la zone de démarcation entre le thorax au-dessus et l'abdomen en dessous. Voilà. Et tout ça, ça forme le tronc. Voilà, on dit le tronc, le thorax, l'abdomen. Au milieu, il y a le diaphragme thoracique. Voilà. Et on se rend compte, là aussi, nos poumons. On voit à quel point les poumons remontent haut. Ils remontent vraiment jusque sur la première côte, derrière les clavicules.
Et on se rend compte aussi que notre foie est largement protégé par la cage thoracique. Il remonte haut sous le diaphragme. Hein. Le diaphragme, il fait vraiment une coupole, un parachute, comme ça. Et le foie est vraiment protégé, il est sous les côtes, parce que lui aussi, c'est un organe très noble qui permet de filtrer ce qu'on consomme. Donc, et s'il n'était pas là, on pourrait s'empoisonner avec un ensemble de choses. On ne pourrait pas aussi évacuer nos propres déchets. Hein, les reins aussi sont là pour ça. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on le voit voilà, en vue postérieure. Donc on a toujours nos poumons cachés derrière, nos côtes. On voit notre foie un peu par transparence. Et on voit qui là? En forme de haricot. Ce sont nos reins. Et les reins, contrairement à ce qu'on pense, ils sont très hauts. Vraiment, sous les dernières côtes, vous avez les reins. Donc en fait, bon, même s'il y a des douleurs projetées évidemment, mais les reins ne sont pas vraiment au niveau des lombaires en tant que tels. C'est très imagé. Hein. Ils dépassent quand même un petit peu jusqu'à L1, L2. Hein. Mais imaginez qu'ils sont presque dans... Enfin, ils ne sont pas dans la cage thoracique non plus, hein, parce qu'ils sont sous le diaphragme, mais ils sont vraiment protégés, eux aussi, derrière les côtes. On le voit. Hein. Ils sont vraiment protégés par K11, K12, là, parce que eux aussi, ce sont des organes très nobles qui sont là pour filtrer et éviter qu'on s'empoisonne par ce qu'on consomme ou par nos propres déchets. Hein. Ça filtre notre sang, ça crée l'urine, etc. Ça permet d'évacuer nos déchets et le foie filtre le sang. Donc, voilà, ce sont des organes nobles aux yeux du corps, comme les poumons, le cœur. Voilà, ils remplissent des fonctions extrêmement essentielles. Voilà, il y a des organes dont on peut se passer, entre guillemets, la rate notamment. Si on vous enlève la rate, vous pouvez survivre, enfin vous survivrez. Vous serez un peu plus exposé aux infections. Il faut faire attention parce que la rate filtre le système immunitaire. Voilà. Et la rate est aussi d'ailleurs sous les côtes. Mais on peut vivre sans aujourd'hui. Avec la médecine, voilà, vous serez beaucoup plus surveillé au niveau infectieux, mais on peut vivre sans. On peut vivre avec un tiers d'un rein aussi, hein, d'un seul rein. On peut vivre avec un seul poumon. Enfin, heureusement, le corps est quand même bien fait. Il a mis certaines choses plus ou moins en double, où des fonctions sont parfois assurées conjointement par deux organes, donc ça fait que s'il en manque un, c'est ok. Voilà, l'évolution est quand même, le corps est quand même bien fait. Mais voilà, cette cage thoracique est là pour protéger ces magnifiques organes. On aura l'occasion d'en reparler, évidemment, quand on fera des planches sur la partie viscérale. Voilà, là aussi, on a une planche anatomique où on voit bien les poumons derrière la plèvre. Voilà, ils ont coupé le sternum, ils ont coupé les côtes. Voilà, on voit nos magnifiques poumons. Et puis les vaisseaux, évidemment, hein, qui ressortiraient du cœur. Voilà, poumons in situ. Là, on a des descriptifs des poumons. Après, on part sur vraiment la partie viscérale. On en parlera un peu plus tard sur d'autres lives. Hein. On a encore plein de belles planches. Hein. Il me semble que les viscères, c'est plus loin. C'est plus loin. Là, on a la partie neurologique, le cerveau. On a encore plein de trucs à faire. Ça va être incroyable. Les muscles. On a encore plein de belles choses à voir ensemble. Voilà. Mais ça, c'était notre matinée cage thoracique. Voilà. Chaque fois, je dis notre matinée, mais il est 13h quasiment. Voilà. Et ça nous a quand même fait 1h45 sur la cage thoracique. Il nous fallait bien ça. Voilà. Donc, merci encore d'avoir suivi. Les amis, je regarde juste si éventuellement... Je regardais... Voilà. Non, il n'y a pas de... J'ai pas de raids disponibles sur lesquels je pourrais vous envoyer. Parce que là, je regarde dans les follow. S'il y a un peu de monde. Non.
Donc on va se laisser là. Je vais moi aussi aller me faire mon petit manger. Tout simplement. Alors, toc. Ah voilà. Je me débat avec mon gestionnaire de stream. Donc merci encore pour tout. Je vérifie quand même si j'avais rien à vous dire. Non, je pense que j'ai vraiment fait le tour là. On a fait un sacré tour là ce midi là. Merci encore pour vos belles énergies. Merci pour le raid. Merci pour votre présence. Merci pour vos questions. J'espère que ça vous a plu. Et vous pouvez encore une fois retrouver tous mes replays de live Twitch sur YouTube. Voilà, je vous fais plein de bisous. Merci encore, bon appétit à tout le monde. Belle après-midi. Et j'ai envie de vous dire probablement à demain, je pense. Soit pour de la natte encore, soit pour du gaming, à mon avis, probablement du Disney ou quelque chose comme ça. Voilà, donc prenez bien soin de vous et de votre cage thoracique. Et puis, je vous dis à très vite. Je vous embrasse bien fort. À une prochaine. Ciao.